Hello les méli-mélos, alors heureuse de vous retrouver cette semaine de plus pour pouvoir démêler l'œuvre du faux. J'espère que vous allez bien. Je sais que le temps est un petit peu frisqué en ce moment, mais bon, c'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, donc ce n'était pour déplaire personne, et on connaît la petite chanson Antilla Piscitole, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très sérieux, de quelque chose qui concerne notre rapport à notre société et qui passe forcément par les médias. Nous allons parler de fake news. Fake news, pouvons-nous avoir confiance en nos médias, les médias de Martinique, bien sûr du national, mais vous savez déjà, chez Méli-Mélo, on s'intéresse à la Martinique, donc on va s'intéresser à nos médias. Et puis, pour en parler, j'ai choisi donc quelqu'un, selon moi, de parfaitement concerné. On a monsieur Serge Tali, merci beaucoup d'avoir répondu par la positive à mon invitation. Merci de l'invitation. Je suis vraiment très honorée, très honorée, puisque je sais que j'ai face à moi quelqu'un qui a un certain parcours, donc aussi bien dans l'éducation, dans l'éducation nationale, mais également aussi dans les médias, animateur télé et radio, et qu'on a connu il n'y a pas longtemps, enfin, qu'on voyait encore il n'y a pas très longtemps sur ATV. Merci beaucoup, comment allez-vous? Ça va bien, ça va même très bien, parce que j'ai plein de copains qui sont plus de ce monde, donc je suis encore là, donc ça va bien en forme, en forme. Oui, mais bon, ça va. J'ai pas à me plaindre. Il y a tellement de gens qui sont plus malheureux ou plus malades que moi que je vais pas faire. Alors. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra qu'on aborde la question des fake news avec distance, on va relativiser, ou est-ce qu'au contraire, même si on est cool, il faudra quand même qu'on s'alarme? Non, il faut parler des fake news, mais il faut quand même dire que les fake news datent de la création de l'homme, quoi. Je pense que depuis qu'il y a des hommes sur Terre, ils se racontent des choses, parce que fake news, c'est un joli mot qui est inventé avec un anglicisme, parce que ça fait bien, mais à la base, un fake news, c'est juste une fausse nouvelle, quoi. Ouais, c'est un ça. bobard, c'est un truc qu'on raconte. Mais bon, je pense que même quand les hommes préhistoriques vivaient dans les cavernes, ils devaient se raconter des histoires, des fausses nouvelles. Ça a toujours existé. Et le tout, c'est l'utilisation qu'on fait actuellement peut-être des fake news qui peut-être prend beaucoup de place. Je comprends bien. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans la question de la fake news, je propose quand même aux téléspectateurs de découvrir un peu plus Monsieur Tali. Donc, d'abord avec un petit extrait de l'émission Quoi de neuf avec Monsieur Timon, et puis ensuite on vous donne la parole. C'est à vous. Salut, bienvenue à tous, fidèles à Zouk TV, bien évidemment, pour votre émission Quoi de neuf, qui aujourd'hui aura une résonance assez particulière, puisque nous allons parler longuement de littérature, avec un monsieur que vous avez connu sur Zouk TV, que vous connaissez bien d'ailleurs. Il s'agit tout simplement de Serge Tali. Bonjour, monsieur Tali, Serge Tali. Bonjour, monsieur Timon, bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Et c'est toujours la même chose, quand je reviens à Zouk TV, il y a plein de souvenirs et d'images. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes resté finalement combien de temps à peu près? On va faire un petit flashback à Zouk TV. On vous a connu dans le kiosque un peu. Je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus. Je suis resté un certain temps avec Mano, avec Michel Branchi. Ouais. Marajo était là à l'époque. Eddie, ouais. Voilà. Donc, nous allons préciser que vous êtes originaire du Gros Monde, ça on le sait, etc. En carrière, vous avez été un professeur d'histoire et géo, un dirigeant sportif également, un chef d'établissement, un proviseur, et puis également un militant, chroniqueur en radio, RCI, enfin vous. Alors, ça fait pas mal d'activités. Effectivement, pas mal d'activités. Et là, il a même pas abordé justement le statut d'écrivain. Alors, je propose qu'on en dise quelques mots. 2 livres, enfin, il y en a 2 derniers là. Ça fait 4. Voilà, ça fait 4 livres. Et le dernier que j'espère lire bientôt et qu'on abordera par la suite, Les Guerriers du Temps. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on puisse dire un peu plus aux téléspectateurs sur votre parcours d'écrivain, et puis aussi quelques mots sur le livre Césaire la lettre. Et je dirai pourquoi j'ai choisi de parler de ce livre-là après, mais je vous laisse la parole. Ouais, écrivain, bon, maintenant je commence à me poser des questions. Quand on écrit 4, ça commence à vous poser, surtout que j'en ai 3 ou 4 sur le feu. C'est-à-dire, j'ai déjà écrit près de la moitié. Et puis, bon, enfin, chaque jour, j'ai une nouvelle idée. C'est bizarre, parce que toute ma vie, j'ai aimé écrire. J'étais, allez, je le dis sans
sans me vanter, j'étais un bon élève de français. Mes professeurs m'aimaient bien au lycée. Alors, chez Méli-Mélo, on a le droit de dire je suis, et il faut être à l'aise avec ça. Et donc, j'avais toujours eu cette envie d'écrire. Peut-être que c'est un truc familial. Hein. Il y a eu au moins 2 poètes très connus. Mon père écrivait dans les journaux de Martinique. Lui aussi, il a écrit quelques poèmes, mais bon, lui, il est moins connu. Et mon arrière-grand-père, en 1848, avant 1848, écrivait dans la presse à Saint-Pierre. Donc, est-ce que c'est un héritage? J'en sais rien, mais bon, quand je me suis mis à écrire, j'ai commencé par écrire pour mon fils. En fait, j'ai un fils qui est sourd et j'ai écrit pour qu'il puisse connaître sa famille. Donc, c'est mon premier livre, Timilat. Voilà, c'est comme ça que ça s'est venu. C'était presque un hasard, mais j'avais déjà plein de notes parce que je faisais également de la généalogie. Et donc, j'ai pu écrire Timilat comme ça. Ensuite est venu mon deuxième, qui est l'histoire des élections territoriales de 2021 sur la CTM. Ça s'appelle Cyclone et Tsunami en Martinique, CTM. Ouais. Bon, mais là, c'était plus pour m'amuser, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup. Et puis, il est plus gros que tous les autres parce qu'il fait plus de 300 pages. Alors, pour s'amuser, mais pour moi, ça a une résonance particulière parce que, donc les téléspectateurs le savent, j'ai un centre de cours de soutien scolaire et je trouve que bon, ça fait débat, on en parle un peu partout dans la Caraïbe, mais il nous manque quand même nos ouvrages d'apprentissage, de connaître l'histoire politique, connaître l'histoire de chez nous, et je trouve que c'est vraiment génial. Alors peut-être pour s'amuser, ça a une portée impressionnante selon moi, pour ces jeunes qui viennent là, qu'ils connaissent leur histoire et nous sommes plusieurs, je pense qu'il y a plus, je suis pas unique, et moi je ne suis pas historien en plus, même si j'ai été prof d'histoire, bon, je laisse à chacun ses qualités. C'est pour ça que j'ai écrit Césaire, la lettre, parce que c'est la lettre de démission de Césaire du Parti communiste français, c'est l'un des tournants de la vie politique martiniquaise, c'était en 1956, et comme j'ai eu la chance d'avoir des coupures de journaux qui m'ont été léguées par héritage, par Camille d'Ancière. Donc, je me suis dit, il fallait en faire quelque chose, et d'où la proposition aux lecteurs de connaître les tenants et les aboutissants, et surtout savoir comment les Martiniquais, par l'écriture, parce qu'à l'époque, il y avait plus de 9 journaux qui circulaient en Martinique. Hein, D'accord, j'ai pas connu les 9 journaux. Ah non, c'est pas... Même moi, je pense que je les ai pas tous connus, même si j'étais déjà né, mais je ne lisais pas la presse à l'époque. Il y avait Justice qui est encore là, il y avait l'Information, La Paix qui était le journal de l'archevêché, le Sportif, le Courrier, La Parole populaire, la Petite Patrie, les Nouvelles des Antillais, de la Guyane, enfin bon, il y avait un certain nombre de journaux, et c'est toutes les coupures de presse de l'époque concernant la lettre à Maurice Thorez qu'on retrouve dans le livre Césaire, la lettre. Donc c'est un document brut pour pouvoir comprendre l'époque. Et puis mon dernier petit dont on a parlé, qui a paru en même temps que la lettre, mais je le considère comme mon dernier petit, c'est mon premier roman. Ouais. En fait, c'est mon premier roman, c'est un roman de science-fiction, ça s'appelle Les Guerriers du Temps. Et c'est vrai qu'on doit en reparler, reparler une autre fois, mais je crois à la relecture que ça traduit un peu beaucoup de choses que je pense et que je regrette. Qui n'existent pas, comme le respect, la tolérance, qui sont les fondements du métissage, et que je tiens beaucoup au métissage. Mon petit Milat, c'est déjà une base, c'est pour ça que je dis aux gens, ah ouais, mais les Guerriers du Temps, c'est la suite de Timilat. Tu me dis, mais ça, tu dis n'importe quoi. C'est un essai de transmission et un roman de science-fiction. Et ben, curieusement, ce sont mes idées que je retrouve là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne façon de proposer les choses, parce que c'est vrai que je le fais avec les élèves quand on fait la préparation au bac de français, quand on fait les commentaires de texte. On voit que le fait de proposer cet imaginaire, ce registre fantastique, ça permet de se sentir un peu moins accusé. Et donc, du coup, on se laisse porter par le message. Moi, je sais que quand je me suis intéressée à la question du racisme, justement, pour faire écho à la question de Timilat et de Les Guerriers du Temps, j'avais découvert un livre qui s'appelait Entre chien et loup de Chapman.
C'est ma grand-mère qui m'avait donné ce livre et c'était l'histoire de Calome et Perséphone. Et c'était un monde où le racisme existait, mais c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire que c'était les Noirs qui étaient la population dominante à l'échelle mondiale et les Blancs qui étaient les colonisés, les esclavagisés. Et c'était assez impressionnant parce qu'il y a eu une histoire d'amour. Donc Perséphone était la fille d'un ministre, du premier ministre noir, et son amoureux, c'était le fils de la personne qui s'occupait d'elle. Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, j'ai réalisé à quel point le racisme tout court était néfaste. Parce que là, dans ce livre, c'était un noir, c'était les noirs qui faisaient souffrir les blancs. Voilà. Et donc, du coup, je crois que s'il n'y avait pas eu cet imaginaire-là, je n'aurais pas été aussi réceptive. Et je pense que un ancien recteur, le Martinique, qui était un Guyanais, qui était, je pense qu'il est décédé depuis, Monsieur Berthem Juminaire, avait écrit un livre, sauf erreur, ça s'appelait La Revanche de Bozambo. Et c'était effectivement ça. Okay. C'est l'Afrique qui colonise l'Europe, etc., etc. Okay. Mais bon, mais c'est les guerriers du temps, juste en 2 phrases, je me suis rendu compte que c'est à l'inverse des romans de science-fiction, en fait. Très souvent, dans la science-fiction, on est dans ce qu'on appelle un monde dystopique. C'est-à-dire que c'est sombre, il y a des guerres, il y a des pollutions et tout. Et les guerriers du temps, au contraire, le métissage caribéen fait qu'on est dans un monde utopique. Okay. Et que le sombre, la pollution, les guerres, c'est à l'extérieur de la Caraïbe. La Caraïbe est protégée, et puis là je vais arrêter, la Caraïbe est protégée par un dôme, et on vit, nous les Caribéens, parce que même si c'est en 2129, je fais comme si je suis là, nous on vit tranquillement sans les autres, parce que nous sommes métissés. C'est vraiment un livre qu'il faut que je découvre, vraiment, vraiment. En tout cas, j'avoue que c'est mon petit chéri, même si les autres je les aime aussi, quand on a des enfants on les aime tous, mais celui-là, peut-être qu'il est le plus petit, le bébé. De toute façon, on reviendra dessus puisqu'on sera amené à se revoir. Mais c'est vrai que pour cette émission, j'ai été touchée par l'objectif, la démarche derrière Saisir la lettre. J'ai appris, on m'a invité à lire Césaire. J'ai pas forcément toujours réussi parce que c'est un style d'écriture particulier. Et quand je me suis décidée à lire Césaire, la petite histoire, et c'est cette anecdote qui fait que j'ai aimé cette approche, j'ai trouvé un livre de Césaire comme ça et je me suis dit, bon allez, je me lance, je suis une adulte maintenant, je suis capable de me surpasser vis-à-vis de la littérature, je prends ce livre et je vais découvrir la littérature Césaire. Sauf que ce livre-là, en le lisant, j'ai réalisé que c'était pas Césaire, c'était des hommages à Césaire. Et ça m'avait un petit peu dérangé parce que je m'étais dit que on me prive de pouvoir porter mon propre regard sur la littérature Césaire. Il ne s'agit pas de dénigrer Césaire, mais d'avoir le droit de dire c'est bien ou c'est mal, de pouvoir porter un jugement, j'ai envie de dire, un jugement construit sur des faits et non sur le sensationnel. Et quand je me suis renseignée sur la lettre à Césaire la lettre, on disait bien que ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'interprétation subjective. Il y avait les mots. Alors, je lis le petit passage. Ce genre de livre, Saisir la lettre, a la particularité de permettre de gommer toute interprétation forcément subjective. Les mots, les écrits des uns et des autres sont bruts, sans artifice, sans commentaire. Il pourrait, on imagine aisément, être le départ d'études plus fines et plus subjectives. Et donc, forcément, aller vers un progrès. L'idée, c'est vraiment de découvrir les faits et ensuite de sortir du sensationnel, où je perds mon stylo, de sortir du sensationnel pour pouvoir aborder les choses telles qu'elles sont. Et c'était important pour moi, dans ce sujet fake news, d'avoir quelqu'un qui est capable de faire ce travail-là. C'est exactement ça, la problématique de l'histoire. L'histoire, c'est une discipline dans laquelle on se repose sur des faits concrets, des objets, des textes, c'est ça. Bon, on fait des fouilles, on trouve des morceaux, mais on interprète.
Et il y a des moments où dans l'histoire, il faut donner les documents et c'est les autres qui interprètent. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. Et l'interprétation est la base du n'importe quoi. Je donne un exemple plus concret. On écrit même dans des livres, des gens très sérieux, que les Caraïbes ont été exterminés en Martinique. Je dis, bon, j'ai appris ça, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où je tombe sur un livre du père Labat, qui a une place dans la colonisation à la Martinique, notamment à Font-Saint-Jacques ou ailleurs, à Sainte-Marie. Et il écrit, 40 ans après l'extermination, qu'il va visiter un village caraïbe au Robert, à Pointe-la-Rose. Je me dis, mais on m'a dit qu'on a exterminé les Caraïbes et le père là-bas. Et il ne va pas dire, je suis allé au village Caraïbe, mais il dit, les femmes faisaient ça, les enfants faisaient ça, les hommes faisaient ça. Il y avait même dans la description qu'il fait, il y avait même un enterrement, enfin un mort, où il décrit comment était le mort, etc. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. C'est ça. S'ils sont exterminés, ils peuvent pas aller dans un village caraïbe. C'est ça. Et à partir de là, je me dis, bon, l'histoire, c'est pas tellement ce que j'ai appris. Quoi. Voilà, il faut qu'on prenne du recul par rapport à ça. Moi, je pense que c'est chacun qui se fait son histoire. Alors, quelqu'un va dire, mais non, c'est monsieur Pagin fait rien, ils n'ont exterminé personne. Et puis d'autres vont dire, oui, on a exterminé. On parle du tombeau des Caraïbes que personne n'a vu. Il paraît que ça s'est fait à Saint-Vincent ou aux Grenadines, je sais plus. Et pas là où on l'estime du côté du prêcheur, par exemple. Mais donc, et donc, je me suis dit, notamment à propos de Césaire et de son positionnement politique, là, c'est pas, je n'y connais rien en littérature de Césaire, moi, vraiment rien. J'ai dit, j'ai la lettre à Maurice Thorez de démission du Parti communiste et j'étais membre du Parti progressiste. Oui. J'étais. Et très souvent, on fait référence à la lettre à Maurice. Mais chacun fait sa petite cuisine. Oui, il cite ça, il a appris ça par cœur. Je ne sais même pas si tout le monde comprend tout ce qui a été écrit, mais on cite. J'ai dit, bon, je vais publier ça. Et comme j'avais les coupures de journaux, je n'avais pas tous les journaux publiés pendant d'octobre 1956 à septembre 1957. Je suis allé aux archives territoriales où j'ai été très bien reçu. Et puis j'ai cherché tout ce qu'ils avaient d'autre et j'ai compilé les deux ensemble. Et j'ai dit, je donne au public à lire. Il lira la lettre à Maurice Thorez. Et puis, quelles sont les réactions des Martiniquais? Peu importe qu'ils soient du Parti communiste, de la droite, de l'extrême droite, peu importe, ils ont des choses brutes. Et à partir de là, c'est ce que le petit texte disait, à partir de là, chacun peut interpréter ce qu'il veut. C'est l'exemple que je donne le plus souvent. Quelle était l'attitude des socialistes par rapport à la démission d'Aimé Césaire? Eh bien, on prend les journaux et puis on lit et puis on cherche. Et c'est une attitude qui est scientifique, qui apporte des garanties. Ça nous permet aussi, en tout cas pour les personnes qui vont découvrir maintenant, de sortir du fanatisme. Parce que, bon, moi j'arrive dans cette société, je découvre un peu la politique de loin, puisque je ne suis pas femme politique, et je vois toute cette émotion, j'ai envie de dire, pour rester sur ce thème-là, qui est dévouée à Césaire, qui est dévouée au travail de Césaire, et même s'il n'est pas question pour moi de dire que non, il ne mérite pas ses éloges, c'est pas ce que je dis, il faut qu'on sorte, un peu comme on le faisait au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, qu'on s'éloigne, en fait, de ce fanatisme religieux, ce fanatisme politique, etc., et qu'on soit un peu plus pragmatique vis-à-vis de notre réalité. Et puis moi je crois en filigrane, mais là c'est mon interprétation maintenant, on se rend compte en lisant les journaux, les différents journaux, que il n'y a pas tant de différence que ça entre les individus. On crée des différences. Bon, pour taquiner plein de gens, le livre est préfacé par Madame Jeannie Darcière, qui est la femme de Camille, et qui m'a donné tous les documents, qui est membre du PPM. Et la deuxième préface, c'est Michel Branchi, qui est membre du Parti communiste. Et tous les deux trouvent ça très bien. Alors je dis en taquinant, mais pourquoi ils sont dans deux partis différents? C'est ça. Si déjà vous êtes d'accord sur ce point-là, vous devez être d'accord sur beaucoup de points. Exactement. Et on se rend compte qu'à la sortie, on vit dans un monde politique où on est dans des postures sur des
des prérequis, il avait fait ça en telle année, donc je suis pas d'accord avec lui 50 ans plus tard, des trucs qui n'ont pas de sens. Ouais, à mon avis, ça n'a pas de sens. Donc, chacun se fera. En 2007, il y a eu un colloque sur la lettre à Maurice Thorez. Il y a des gens très bien qui ont trouvé que c'était poétique, c'était révolutionnaire, il y a plein de qualificatifs. Chacun est allé. Moi, je rentre pas dans ça, je ne sais pas. Je sais que c'est une lettre, il a écrite au secrétaire du Parti communiste français, et puis j'ai des Martiniquais qui réagissent derrière jusqu'aux élections de février 1957, puis jusqu'à la création du Parti communiste et du Parti progressiste, c'est tout. Italie ne donne pas son avis. Voilà. Et c'est très bien parce que ça nous permet de, du coup, glisser sur la question de la fake news. Qu'est-ce que la fake news? Avant qu'on en parle, nous, avec nos voix, et qu'on s'intéresse à proprement dit de la fake news en Martinique, je vous propose, chers téléspectateurs, de découvrir une petite vidéo qui vous renseignera un petit peu sur qu'est-ce que la fake news. Les fake news. L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Voilà. Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Un autre exemple est une vidéo de l'aéroport de la ville de Miami inondée après le passage de l'ouragan Irma. En fait, il s'agissait d'une vidéo d'un homme marchant dans une zone remplie d'eau de l'aéroport de Mexico, la capitale du Mexique. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. C'est Orson Welles. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Des enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique. Il s'agit par exemple d'étudier des photos pour savoir si elles sont truquées. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire. Tu te poses des questions? Alors, une vidéo qui reprend d'ailleurs certains éléments que vous nous avez dit. Hein, ça date depuis toujours, depuis l'homme des cavernes. Ah oui. C'est ça. Et aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a cette espèce de crainte. Moi, quand je faisais mes petites recherches sur les fake news, je tombe sur un site info.gouv.fr qui dit lutter contre les fake news. Ils disent que les fake news, ce que l'on traduit par infox, polluent Internet et les réseaux sociaux. Diffusées en masse, elles peuvent sérieusement affecter la démocratie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quoi penser de ça? Est-ce qu'on doit avoir peur? Parce que je sens qu'il y a ce côté sensationnel derrière tout ça. Oui, il y a un côté sensationnel, mais je redis, je ne sais pas si je l'ai dit, je redis que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire donne des exemples très graves. L'exemple que j'aime citer comme fausse nouvelle, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, les responsables allemands, habillent des soldats allemands en polonais. Donc, ils mettent des uniformes polonais, et ces soi-disant polonais vont attaquer une radio, disons ça le plus simplement possible, un émetteur radio allemand. Okay. Et donc, les Allemands disent, ah, vous avez vu, les Polonais nous ont attaqués. Et eux, ils envahissent la Pologne le 1er septembre 1939. Ça, c'est un gros fake news. Ça a été organisé par le patron de la SS qui s'appelait Heinrich Himmler. Bon, mais ça a été fait. Et c'est bon. Alors. Et ça a valu quand même une guerre mondiale. Avec des millions et des millions. Mais c'est vrai que les Allemands attendaient l'occasion parce qu'ils avaient déjà envahi l'Autriche, ils avaient déjà envahi une partie de la Tchécoslovaquie, le territoire des Sudètes. Ils avaient besoin. Et personne ne réagissait.
ni les Français ni les Anglais ne disaient rien. Ouais. Bon, il fallait qu'on y aille, et puis ils sont allés, quoi. Ils ont créé une fake news. Ouais. Bon, il y en a d'autres. Un peu plus avant, certains ont peut-être entendu parler de l'affaire Dreyfus, qui était un militaire français, alsacien, juif et tout. On a créé de toutes pièces des faux documents pour qu'il soit dégradé de l'armée française parce qu'il était juif. Ouais. Ce qui avait valu que Émile Zola fasse un éditorial dans son journal, ça s'appelait J'accuse, qui est assez célèbre, mais on a su après que c'était faux. Mais ça a déchaîné des passions en France dans des familles, ça a déchiré des familles. Le gars, il a été dégradé en public, quoi. On lui a enlevé tout. Et ainsi de suite. Il y a des exemples, on pourra en citer des dizaines. Il y a un journaliste, il était marseillais, je crois, qui s'appelait Taxil, Léo Taxil, qui a créé une supercherie en dénonçant les loges de francs-maçons, en disant que, en publiant des livres et des articles de journaux, des livres. C'est une histoire qui a duré 12 ans. Où il dit que les francs-maçons, on a la preuve, voilà, quand ils communiquent avec le diable, etc., etc. Et pendant des années, il y a des gens qui ont cru ça. Et c'est peut-être pour ça que la franc-maçonnerie a toujours cette presse-là. Autre exemple, chez les Juifs, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le document des sages de Sion, je sais plus le nom exact. On sait que c'est un fake news pour dire que les Juifs sont responsables de tout. Ouais. Ils sont responsables de tout, et depuis des siècles, ils sont persécutés un peu partout, même si actuellement c'est eux qui persécutent, mais enfin certains ils persécutent, certains, pas tous et tout. Et le problème des fake news actuelles, c'est que je dis un truc là, et 5 secondes après, il y a peut-être 5 millions de personnes qui savent que j'ai dit ça. C'est ça, c'est l'avènement de la technologie. Voilà. C'est ça, l'avènement de la technologie. C'est le problème. J'ai lu sur un article, je sais plus où, c'est l'industrialisation des fake news, en fait. Mais est-ce qu'on peut considérer que les fake news sont plus violentes aujourd'hui? Parce que quand j'entends les exemples que vous avez cités, c'est quand même très gros. C'est-à-dire que un fake news qui crée une guerre mondiale, enfin... Il y a un petit fake news. Je fais exprès de dire un petit. En 1992, les Américains ont quand même dit que l'Irak de Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ce qui est faux. Tout le monde sait maintenant que c'est faux. Donc c'est un vrai fake news. C'était en 92. Ça a fait quand même une guerre. Ça a tué plein de gens en Irak. Donc oui, ça continue. Le Brexit, l'Angleterre sort de l'Europe parce qu'il y a eu une prolifération de fake news pour pousser les Anglais à voter la sortie de l'Europe, etc., etc. Et donc, une vertu stratégique alors? Ah oui, c'est utilisé par des États, par des hommes politiques, par des femmes politiques, comme stratégie politique. Alors, je suis obligée, parce que moi je sens la pêche qui m'est tendue. Est-ce que on peut considérer que le fake news, alors je dis le fake news, j'espère que je ne fais pas de carreau, c'est bien le fake news qu'on dit, ou la fake news? Moi je dis fake news. Fake news, voilà, de toute façon c'est anglais, donc la fausse information, la fausse nouvelle. La fausse nouvelle, est-ce qu'on peut considérer que cette fausse nouvelle, elle est partie intégrante de la politique? Parce que tous les exemples qu'on a pris là, ça reste politique. Est-ce que ça fait partie de la politique? Est-ce que ça appartient au jeu de la politique? J'ai peur de devoir dire oui, parce que si on prend la dernière élection aux États-Unis, on a réussi à diffuser l'image de Kamala Harris demandant à voter Trump. On marche sous la tête, quoi. Bon, le problème, et ça ira de mal en pire avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui, oui, mais il y a des gens qui peuvent croire en ça. Oui. C'est pas tellement la prolifération de la fausse nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui croient à la fausse nouvelle parce que, comme disait le petit film tout à l'heure, ils peuvent pas faire la différence, qui est extrêmement difficile à faire. Je vais pas jouer à celui qui sait faire la différence. Il paraît que la Russie a essayé de déstabiliser la dernière élection présidentielle de Macron. La Russie a balancé des fake news. Il paraît. On peut trouver. Bon, il y a plein de fausses images. Oui, maintenant, oui. Je pense que. Et en Martinique, est-ce qu'on a autant de fake news? Est-ce que c'est
Est-ce qu'on peut, parce que la question qui a été lancée, c'est est-ce qu'on peut faire confiance est-ce qu'on peut avoir confiance en nos médias? Est-ce qu'en Martinique, cette dynamique-là, ou en tout cas ces proportions qui sont utilisées par les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, enfin, est-ce qu'on a ça en Martinique? On n'est jamais derrière pour rien. L'intelligence artificielle est donnée à tout le monde. N'importe qui, enfin, ou presque oui, n'importe qui peut utiliser l'intelligence artificielle et demander à l'intelligence artificielle de lui créer quelque chose. La couverture de mon livre Les Guerriers du Temps, c'est une relation entre l'intelligence artificielle et moi. Oui, bon, j'étais pas tout à fait d'accord sur certains points. Je lui ai dit, bon, tu m'arranges ça, bon, un peu, voilà, bon, c'est ça. Donc, mais c'est juste une couverture de livre, et tout. Mais, si je dis, tu prends la tête de monsieur X et puis tu mets sur le corps de madame Y et puis que tu fais, bon, c'est de la manipulation. Oui, ça existe en Martinique. Alors, comment ça existe dans les médias? Dans quelle proportion? Je n'en sais rien. Ce que je sais et que je regrette, c'est que je vois trop souvent dans les médias des vidéos prises sur les réseaux sociaux. Et ça, je comprends pas tout à fait. Parce que toutes les vidéos que je reçois, je les considère comme fausses. Ma position est très simple. C'est pas, j'ai déjà dit ça à certains amis, c'est pas la peine de m'envoyer des vidéos. Moi, je les supprime presque automatiquement et je regarde une fois sur deux. Parce que je considère que c'est faux. Quant les sons aussi, puisque c'est peut-être sonore également, on peut modifier la voix de quelqu'un, on peut prendre la voix de quelqu'un, on peut prendre l'image de quelqu'un, on peut faire un texte, dire c'est Serge Tali qui a fait ça, voilà ce que Serge Tali a dit, parce qu'on a pris sa voix et puis on a mis sur un texte, et puis on a dit à l'intelligence artificielle, dit que Serge Tali raconte telle histoire, et puis... Exactement. Voilà. Exactement. Donc, je vous avoue que je suis extrêmement méfiant et que je regarde de moins en moins les médias et que j'ai... Alors, avant qu'on revienne justement à cette histoire de réseaux sociaux, parce que effectivement, il y a des questions à se poser par rapport à ça, et effectivement, je confirme, et je suis d'accord avec ça, on retrouve les mêmes vidéos aux infos locales que sur les médias parallèles. Je dis ça comme ça. Parallèles, je ne sais pas s'ils apprécieraient le terme, mais en tout cas... Les autres. Voilà, on a les principaux et puis on a les autres. Mais avant de parler de justement ces autres médias, j'aurais aimé qu'on puisse aussi aborder la question des obstacles quant à produire de la bonne information. Alors, pour nous faire un petit peu réagir, on va d'abord regarder une vidéo d'un humoriste, Edgar Yves. C'est un humoriste, certes, mais un humoriste engagé, et il en dit quelques mots sur la presse. Je vous laisse regarder. Le vrai problème de notre société, du monde un peu européen de manière générale, c'est qu'on a créé un système qui favorise les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Nous sommes dans un monde où il y a une complète inversion des valeurs. Et où, quand vous faites un boulot, c'est un mec qui n'a pas votre talent qui doit vous juger. C'est souvent ça, pour s'élever dans la télé, dans le cinéma, dans machin. Il y a une invasion complète des valeurs, du copinage. On est des uns cooptent les autres, ainsi de suite. La presse française n'a aucune chance d'être libre parce qu'elle est détenue pour les privés, pour la plupart, par des oligarques. Donc ils ont plutôt intérêt à dire que c'est des gens bien. Comme c'est eux les patrons. Ils n'ont aucune chance, aucune possibilité d'être vraiment neutres. Si on veut retrouver une presse neutre, il faut trouver des sources de financement indépendants, complètement différents, pour retrouver du vrai journalisme. Ce qui est déplorable, c'est qu'on ne puisse plus faire de vrais sketchs à la télévision. Moi, après, Alors, il touche du doigt quand même la question de la liberté de la presse, mais pas la liberté qu'on nous dit publiquement, la liberté de qu'est-ce que j'ai le droit de dire en tant que journaliste, est-ce que je suis rattachée. J'en avais parlé une fois dans une émission, on avait fait une émission Méli-Mélo de la bande à Mano à Zouk Télévision, et je disais pourquoi j'appréciais d'être à Zouk Télévision, c'est parce que je me sentais libre de pouvoir aborder tous les sujets. Alors bien sûr, on fait attention à l'outcome, on fait attention aux gens qui nous regardent, tout simplement. On n'est pas là pour allumer des feux, mais on a quand même cette possibilité d'aborder tous les sujets et de pouvoir en parler librement. Est-ce que c'est une réalité partout, sur tous les médias, ou est-ce qu'au contraire, ce dont Monsieur Yves parle existe vraiment en Martinique? Obligatoirement.
Ça existe obligatoirement. J'explique ma position. Quand j'étais, ça parmi mes nombreux voyages, quand j'étais à RFO, je me retrouvais le dimanche soir à préparer le journal des sports pour le lundi matin ou pour le dimanche soir. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des téléscripteurs. Okay. C'est-à-dire, c'est pas comme maintenant, on va sur Google, on va sur machin, puis on a un tas d'infos. Là, c'était des grandes feuilles qui étaient dans un appareil et les informations tombaient notamment, principalement de l'agence France Presse. Okay. Et je revois les masses de papier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes le dimanche après-midi, c'est un peu normal. Je revois les masses de papier qui étaient au pied de l'appareil. Et il y avait des centaines et des centaines d'informations. Pour ne pas dire des milliers. Et voilà que, imaginez le nombre de dépêches de presse qu'une rédaction reçoit dans une journée, et il faut faire un journal de 30 minutes, par exemple, avec du son. Donc, il y a obligatoirement des choix. Et à partir du moment où il y a des choix, ça devient subjectif. Alors, est-ce que je vais choisir en fonction de ce que j'estime important, ou de ce que mon rédacteur en chef estime important, ou de ce que mon patron estime important, ou de ce que le public attend que je dise. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Bon, je ne juge personne. J'ai compris. Mais un exemple, comme j'ai eu une émission de radio où je parle de l'actu sur Radio Imagine, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai parlé de Cuba, qui est membre des BRICS depuis le 1er janvier, qui est partenaire des BRICS. Est-ce qu'il y a une autre radio ou télé qui a parlé de ça? Non, pas du tout. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Je ne suis pas certain. Oh, il y a 9 nouveaux pays qui ont rejoint les BRICS, que les BRICS ont accepté, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Arabie Saoudite et Afrique du Sud, et Cuba en fait partie. C'est ça. Et voilà. Voilà une info. C'est une simple info. Mais quand on montre Cuba à la télé, par exemple, je cite aucune télé, on vous montre une queue parce qu'il n'y a pas d'essence à Cuba, comme si ça n'arrive pas en Martinique, comme si. Voilà. Bon, toutes les fois où on parle du Venezuela, c'est pour dire du mal de Maduro. Et moi ce que je retiens. Donc c'est des choix. C'est ça. Je retiens. Alors, parce qu'il faut pas non plus qu'on soit il faut pas que, en tout cas, que moi je sois une critique. Pur et dur, il faut que je sois dans une certaine compréhension. Il y a différents enjeux. Il y a l'enjeu économique, il faut que mon média il tourne. Il y a l'enjeu audience. Pour qu'il tourne, il faut que mon programme soit suffisamment. Je reviens sur les termes parce qu'on va en parler. Le sensationnel, parce qu'il faut que les gens aient envie de regarder mon programme. Enfin, il y a différents enjeux qui font qu'on va choisir. Mais là, du coup, ce que moi j'invite les téléspectateurs à faire, c'est pas forcément d'être dans une méfiance absolue envers leurs médias, mais de ne pas être dans une confiance absolue. Tout à fait. Et de pouvoir se dire, ok, d'accord, le média me donne cette information-là, et qu'est-ce que moi derrière, où est-ce que je vais chercher, à quel moment je diversifie, parce que, par exemple, je suis certaine que si on prend une part sur 10 personnes, on va en trouver 9 qui vont dire j'écoute RFO et un qui va dire j'écoute Imagine. Alors que ça aurait été bien de trouver plutôt 10 qui disent j'écoute RFO et Imagine. C'est ça. Le problème, c'est je jette pas la pierre. Hein. C'est pour ça que j'expliquais la masse de documents de dépêches auxquelles j'avais accès. C'est parce qu'il y a un problème de choix. Okay. À partir du moment où il y a un problème de choix, ça ne peut pas être objectif. Donc on me dit, là, on ne peut pas être objectif. Il y a une formule qu'on utilise dans beaucoup de médias, ici et ailleurs. Nous n'avons pas pu joindre telle personne. Okay. Ou telle personne n'a pas pu répondre. Moi, ça m'amuse énormément. Parce que la déontologie voudrait qu'on donne la parole aux deux parties. Mais combien de fois, sur 10 sujets, on donne la parole à deux parties? C'est ça. Il faut compter. Il faudrait que quelqu'un se mette là et puis regarde toutes les télés. On ne prend pas le temps. Quand je regarde telle chaîne en France qui, tous les soirs, parle de l'Ukraine avec 5-6 soi-disant spécialistes de l'Ukraine. Mais que des Ukrainiens ou des gens payés par l'Ukraine. Bon, c'est leur droit, c'est leur choix. Mais il ne faut pas qu'on me fasse croire qu'ils sont objectifs.
Ils peuvent pas être objectifs. C'est ça. Ils peuvent pas. Donc il faut pas faire semblant que c'est la bonne information. Voilà. Et avoir la bonne information, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Je ne dis pas que c'est, il faut faire. Non, c'est extrêmement compliqué. Si je parle de Cuba, c'est peut-être que ma sensibilité dit Cuba a fait un bon bagage, pourquoi on parle pas de Cuba? C'est ça, voilà. Ça veut pas dire que je suis objectif. Forcément, il y a la partie, il y a le militantisme qui y a derrière. Je pourrais dire la même chose, mais l'email a cette couleur-là, bien sûr, par rapport à mes valeurs, ce que je voudrais pour mon pays, etc. Mais, puisqu'on démêle le vrai du faux, il faut qu'on puisse dire, il faut que vous puissiez retenir chez vous qu'il ne s'agit pas d'être dans du fanatisme vis-à-vis d'un média, mais vraiment de diversifier et d'être pragmatique, d'avoir cette approche plus scientifique de, OK, voici l'information qui m'est donnée, comment je peux couper cette information et quelles sont les questions que moi-même je me pose vis-à-vis de cette information-là, plutôt que de tomber dans comme tel média a dit ça, donc voilà, c'est exactement. Ça. Ce média-là, il dit tout, c'est bien, et puis l'autre, il dit tout, c'est pas bien. Donc, moi, pas pour c'est là, parce que eux, ils disent n'importe quoi, eux, ils font n'importe quoi. Ça. Et là, on invente d'autres fake news. Tel journaliste, je l'ai vu manger avec tel grand patron ou avec tel chef politique, etc. Et puis tout le monde répète la même chose et tout le monde croit que c'est vrai. Voilà. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on est la fake news. Et voilà comment on est une fake news. Les fake news, en lisant là, je vois un chiffre, 73% des Français avouent qu'ils ont déjà été confrontés à des fake news, et parmi eux, il y a le quart ils ont relayé la fake news. C'est ça. C'est ça qui est grave. Et d'ailleurs, ils ont relayé. C'est là où c'est grave et c'est là où on doit faire attention. Alors, vous connaissez certainement ces médias-là, donc on les verra à l'image. On a Sakafet Matinique, qui est une chaîne WhatsApp. On a Zayactu, on a Lasmenti. On a plusieurs médias qui sont en ligne, donc sur les réseaux, donc Instagram, WhatsApp, etc. Et c'est vrai que les gens, ne sachant plus quoi faire, vont vers ces autres médias-là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on retrouve ces mêmes vidéos qu'on retrouve sur Sakafet Matinique, on les retrouve à la télé, on les retrouve dans les médias dits. Alors je mets des guillemets parce que l'idée n'est pas de critiquer les autres, mais en tout cas les médias qui sont vécus comme étant les plus sérieux, qui sont perçus, comme étant les plus sérieux. Et on retrouve ces mêmes vidéos-là. Alors, quel est mon positionnement vis-à-vis de ces vidéos-là? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que, ou surtout, comment je dois percevoir ces médias-là? Est-ce que par rapport au fait qu'on se disait, je vais chercher ailleurs, est-ce que je peux considérer que ces médias-là aussi sont aussi sérieux que Imagine, que Zouk TV, que des espaces un peu moins populaires? Alors, quand je dis moins populaires, c'est toujours par rapport aux deux number one, selon les stats. Puisqu'on sait bien qu'il y a stats et stats. Mais comment je dois me positionner par rapport à ces médias-là? Est-ce que je dois continuer à croire ce que je vois sur Sakafet Matinique, sur Lasmenti? Moi, j'avoue que ce sont des médias que je vois très, très, très occasionnellement, c'est que des gens qui me disent, tu as vu ça, et puis on m'envoie le truc. Bon, je regarde. En règle générale, je vais pas au-delà de la minute, mais bon, donc peut-être que je rate des choses, mais bon, c'est pas grave si je rate des choses, mais bon, je suis extrêmement méfiant. Les officiels, les plus sérieux, je ne les regarde pratiquement pas. Même si ça m'est arrivé d'animer des émissions là où je regarde même pas. Donc c'est pas les autres que je vais regarder. Je suis arrivé à un stade où je ne fais confiance à personne. Ok, d'accord. Voilà. Ni aux uns ni aux autres. D'accord. Donc là, il faut vraiment. Donc s'il y avait une invitation à faire aux téléspectateurs, ce serait de chercher, d'être plus pragmatique. D'être eux-mêmes et puis d'essayer d'analyser quand on leur dit quelque chose. Mais c'est pas facile, je répète. C'est pas facile d'avoir le recul pour dire mais c'est pas possible qu'il ait pu dire ça. C'est pas possible que ça ait pu être fait. Il y a obligatoirement des garde-barrières, il y a des trucs. C'est pas aussi simple que ça. Tous les préfets sont pas des voleurs et des menteurs. Tous les chefs d'entreprise sont pas des voleurs et des menteurs. Il faut arrêter. Tous les chômeurs ne sont pas des fainéants. Je sais pas. Il y a
le problème de ce qu'on appelle la généralisation, quand on généralise, à partir du moment où on généralise, pour moi, il y a un souci. Quand on me dit, le peuple a dit, j'écoute pas. C'est ça. C'est impossible. C'est ça. Parce que je suis sûr que ou alors je ne fais pas partie du peuple. Je comprends. Donc, et je ne suis pas le seul. Et puis telle chose. Quel sondage, quelle statistique? Voilà. On me dit, les Martiniquais pensent que, je regarde autour de moi, les gens que je fréquente, personne ne pense ça. C'est vrai. Personne ne pense ça. C'est vrai. Je dis, mais pourquoi les gens ne pensent pas ça? Pourquoi ils me disent qu'ils ne pensent pas ça? Alors, ça veut dire qu'ils pensent, et puis c'est à moi qui monte, mais l'intérêt, moi, pas personne. Donc, je déteste la généralisation. Les verts sont comme ça, les rouges sont comme ça, les gris sont comme ça, les bleus sont comme ça, les gros sont comme ça, les mecs sont comme ça. Dès qu'on me dit ça, je ferme la porte. J'écoute plus, je ne... Et je pense que la généralisation est la mère des fake news. Et ça facilite la vie de celui qui reçoit et qui ne peut pas faire le tri. Il dit, mais tout le monde a dit ça. Oui, voilà. C'est comme avant, les gens disent, mais ils ont écrit ça en journal, là. Et là, c'est vrai que le terme, c'est ça facilite la vie. Moi, je dirais que ça crée une espèce de médiocrité générale. Et ça, moi, je milite contre ça. Parce que justement, c'est trop facile de se dire que c'est comme ça et de ne pas oser travailler pour soi, travailler pour son pays. Bon, je pense que les téléspectateurs l'ont compris à force. Je suis chauvine et même si Méli-Mélo reste un moment qu'on espère être agréable pour vous, être chauvin. Voilà, il y a quand même ce militantisme de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour notre pays? Il y a un poème que je répète souvent, à chaque émission. C'est vrai que c'est un poème qui m'a marqué, c'est le poème de Gontran Damas qui dit, nous les gueux, nous les riens, nous les chiens. Que faisons-nous pour nous-mêmes? Oui, c'est vrai, on nous dit qu'on est comme ça, etc. Mais à quel moment on se bat, à quel moment on milite pour soi-même, on réfléchit, on rentre dans cette posture stratégique pour notre pays et c'est vrai qu'il faut, même si c'est facile de dire, la tendance dit que donc c'est comme ça, à un moment donné, en tout cas, prenez au moins ce temps, durant votre émission préférée, de décrypter un petit peu et d'accepter de rentrer dans ce travail pour pouvoir améliorer la vie de notre pays. Dans le petit film qu'il a lancé sur les fake news, il parle de l'éducation aux médias et le développement de l'esprit critique. Ça me fait rire tout doucement parce que l'éducation française, l'éducation nationale française et encore plus à Martinique et dans un tel état de délabrement que... Mais moi, je pense qu'on peut même surfer sur ce qu'il a dit pour donner une autre définition de l'éducation. L'éducation que moi, je pense qu'on devrait offrir à ce public qui a envie de s'améliorer dans le décryptage de l'information, c'est regarder Méli-Mélo. Oui, alors je me fais le prophète de mon émission, c'est vrai, mais je veux dire, regarder Méli-Mélo, c'est écouter des personnes dire autre chose que ce que l'on voit dans les généralités. C'est entendre la vie de Monsieur Tali, c'est entendre la vie de toutes les personnes. Avis qui ne fera certainement pas plaisir à des milliers de personnes. Et c'est OK pour nous, parce que... Pour moi aussi, il n'y a pas de souci. Je le dis, ce qui nous avait motivés avec Ama en créant cette émission, c'était de voir que les gens étaient malheureux, très malheureux, parce qu'ils ne vivaient pas en conscience, ils vivaient selon la société. Et ça les rendait malheureux. Mais de notre côté, c'est normal parce que c'est pour ça qu'on a parlé d'éducation, on n'a pas appris aux gens à distinguer. L'école, c'est un endroit où on va, on vous dit ça, et puis vous faites ça, on vous donne une note, et puis on vous calcule, et puis après on vous envoie. Mais la formation de l'individu, c'est à la marge. Hein, il n'y a pas beaucoup. Je le dis d'autant plus facilement que je suis responsable aussi. Hein, j'ai pas fait mieux que, j'ai pas dit que j'ai fait mieux que les autres. J'ai pas fait mieux que les autres. Mais je veux dire, et les responsables s'en rendent compte puisqu'ils créent. Ça c'est l'humilité qui dit. Ils créent des choses. Il faut apprendre l'argumentation aux enfants, des choses comme ça. Oui, mais pourquoi utiliser des mots comme ça? Mettez-les ensemble. Et puis faites non et oui. C'est tout. N'utilisez pas des grands mots. Le mur est blanc.
Oui ou non. Oui. Et pourquoi tu dis qu'il n'est pas blanc, pourquoi tu dis qu'il n'est pas noir, etc. Et ainsi, faites ces jeux-là tout le temps. Moi, ça viendra. Oui, et après, quand il verra un article de journal et que signé Serge Sali, il dira, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, mais il a raconté ça. Mais, et c'est à partir du moment où on dit mais, moi je trouve ça bien. Ouais. Parce que le oui-boana et moi, c'est... Oui, compliqué. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, tous ceux qui sont dans la conscience savent très bien qu'on aura toujours besoin de cette confrontation, de ce mais, de cette antithèse, pour pouvoir travailler et continuer à réfléchir. C'est le propre de la philosophie, c'est le propre du développement personnel, c'est le propre... Antithèse et synthèse. Exactement. Voilà. Alors... Bien formé, madame, très bien formé. puisque le temps n'est pas de notre côté, puisque il file, c'est souvent ça quand le sujet est aussi intéressant, je vais quand même proposer aux téléspectateurs de visionner 2 images que j'ai récupérées pour vous sur... alors, je vais préciser les sites. Donc, on a la première image qui nous vient, alors je vous dis tout de suite, du Centre culturel de Rotonde et qui nous parle des 10 astuces pour repérer les fake news. Alors, c'est vrai que... Alors, je pense que l'image va pas tarder. Voilà, exactement. Donc, de toute façon, c'est une image que vous pouvez retrouver sur la chaîne WhatsApp de Méli-Mélo et sur la chaîne Instagram. Donc, une image qui nous permet quand même de voir, pour ceux qui sont les moins aguerris, les moins à l'aise au niveau du décryptage, qu'ils puissent se poser au moins 10 questions. Lorsque je reçois une information, est-ce que je l'ai par bouche à oreille? Est-ce que je l'ai par... Alors, en Martinique, on dit macrélage Milan. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que je l'ai eu? Est-ce que j'ai été au-delà du titre? Parce que le titre, c'est toujours le titre sensationnel. L'accroche. Voilà, l'accroche. Est-ce que je connais la source qui a dit? Très bien. Et donc, quand je reviens sur la page Instagram Sakafet Matnik, je ne sais pas qui a créé cette page. Je ne sais pas qui a créé cette page. Je ne sais pas avec qui cette personne est affiliée. Je ne sais pas. Donc, même s'il y a des choses intéressantes à tirer de cette page, mais je dois quand même garder... Il y a toujours des choses intéressantes partout, mais il faut connaître la source. Voilà, il faut garder une certaine distance. Je ne connais pas la source, je ne sais pas. Il faut se méfier. Alors ça, c'est vraiment... Je vais revenir sur ce point-là parce que c'est un point qui m'a marqué. Alors, on nous dit... Alors, je vais revenir dessus. Donc, je continue les autres. On nous dit ne pas partager parce qu'on vous le demande. Voilà, parce que ça, c'est souvent une phrase à la fin du message. Partagez en masse, dites ça à tout le monde, etc. Lisez les commentaires pour prendre conscience aussi, parce que des fois, quand on lit le commentaire qui va à l'encontre, on se dit, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Croiser plusieurs sources, c'est ce qu'on disait. Donc, je regarde effectivement les principaux, mais je regarde aussi ceux à côté. Je fais croiser les sources. Questionner un spécialiste. Remontez à la source de l'information et écoutez vos émotions. Et là, on nous dit que si l'information suscite des émotions trop fortes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans l'information. En tout cas, il y a un autre objectif que simplement m'informer. À partir du moment où une information suscite de la colère, de la peur, du stress, etc., c'est que dans le canal de communication, il y a eu d'autres objectifs que simplement m'informer. Il y a eu me faire peur, me faire prendre position, etc. Et donc, on arrive à un dernier point, et là, je veux en parler avec vous. Il propose de se méfier des arguments d'autorité. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu bousculé parce que quand j'ai fait mes études, etc., c'est l'argument d'autorité, c'est quelque chose qui permettait de soutenir une information. Je dis ça parce que, et c'est ce que je viens de faire, hein, je dis bien le Centre culturel de Rotonde, j'ai dit le site info.gouv, donc je me suis appuyée sur des organismes qui font autorité pour dire, puisque j'ai vu ça, je peux considérer que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de se méfier des arguments d'autorité? C'est quand même... Toujours se méfier de tout. C'est ce que je dis. Hein. Je l'ai dit un mot. Moi, je me méfie de tout. Ouais. Donc, et en lisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je faisais avec mes élèves, parce que j'étais responsable de ce qu'on appelle, je sais pas si ça existe toujours, le CLEMI, qui est le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens des formations. J'ai été pendant un laps de temps responsable de cet organisme en Martinique, pas longtemps, mais j'utilisais énormément la presse avec mes élèves. Et l'un des exercices que je faisais, c'est le croiser les informations. Je prenais une même information
dans 3 ou 4 journaux complètement différents. Ouais. Je sais pas, je prenais dans le Figaro, que tout le monde sait qu'il y a un journal de la droite, et puis je prenais l'Humanité, et les élèves se rendaient compte que ceux qui étaient à la une de l'Humanité, je sais pas moi, la grève de la CGT, à l'usine de Boulogne-Billancourt, je dis n'importe quoi, et à la une du Figaro, c'était la réception en l'honneur de la reine d'Angleterre. Vraiment, je caricature. Et quand ils comparaient 4 ou 5 journaux, ça les aidait à comprendre le truc. Mais bon, c'était il y a très 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 longtemps. Alors l'autorité, oui, c'est pas parce que ça vient d'en haut que c'est vrai. Mais Mais les conseils sont quand même. Oui, c'est vrai. Dans le cas d'espèce, les conseils sont très bons. Exact. Et je vais insister parce que j'ai eu quand même l'honneur et je remercie. Alors il s'appelle Monsieur Mauricio Ali qui a été mon formateur à l'INSPE. Et qui m'avait envoyé un petit message pour me dire qu'il avait utilisé des extraits de Méli-Mélo pour travailler avec ses étudiants. Et j'avais trouvé ça génial parce que je me suis dit, ce travail fait à Méli-Mélo, il sert aussi aux étudiants. Alors du coup, je leur glisse un petit message s'il y a des étudiants qui nous regardent par rapport aux thèses, justement. Lorsque je fais un mémoire et que je soutiens une thèse, souvent, parce qu'aujourd'hui je corrige les mémoires, j'ai l'impression que les étudiants veulent à tout prix valider la thèse de départ. Ils veulent absolument valider la thèse de départ pour être sûrs qu'ils ont fait un bon travail. Et je leur dis non, attention. On a le droit, justement, parce qu'on aura croisé, parce qu'on aura cherché, parce qu'on aura trouvé des contre-arguments sérieux, de pouvoir dire, tiens, moi je pensais ma position c'est ça, voilà, pour telle et telle raison. C'est ça, je pensais qu'en passant par Saint-Joseph, j'irais plus vite, mais finalement, il y a d'autres qui ont fait des études. Voilà, il y a d'autres qui pourront dire, tiens, moi j'ai fait par Fort-de-France, ça a été. Et c'est important de pouvoir croiser ça. Et je vais dire autre chose par rapport à cet argument d'autorité. Le but de la recherche, c'est de contredire les experts. Si on n'avait pas contredit celui qui avait dit que la Terre était plate, on n'aurait jamais su que la Terre est ronde. Il y a eu plus de 10% des jeunes Français de 17-24 ans qui considèrent que la Terre est plate. Hein. Alors, malgré... J'ai pas le chiffre, je ne veux pas dire le chiffre pour ne pas dire bêtise, mais quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Hein. Si le chiffre est vrai, c'est important. Oui, c'est très important, très important. Mais surtout, ça montre que il faut qu'à chaque fois, on réfléchisse à, ok, d'accord, je vais reprendre ce cas-là. Aimé Césaire a dit ça. D'accord. Parce que, je dis Aimé Césaire parce que c'est quand même une figure importante pour notre société. Aimé Césaire a dit ça, d'accord. Mais moi, en tant que personne qui réfléchit, en tant que personne qui voit ma société évoluer, qu'est-ce que je peux dire de ça? Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'une partie est vraie? Comment je me positionne pour pouvoir garder cet esprit critique? Et je souhaite en tout cas que tous ceux qui sont amenés à le faire, tous ceux qui peuvent le faire, le fassent, parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer notre société. C'est fondamental. Beaucoup pour rire, mais c'est dans l'esprit. Quand j'étais gars, quand j'avais 14-15 ans, que je jouais au football. Je jouais au football, donc il y a très très longtemps. L'entraîneur nous disait de ne pas boire. Il disait de ne pas boire, que les autres qui louent, de l'eau qui empêche les autres de courir, etc. Maintenant, les enfants qui vont à un entraînement, sinon par leur bouteille d'eau, c'est ça. Parce que la science a évolué, la connaissance scientifique a évolué. Heureusement qu'on n'a pas tenu pour acquis ce que les gens pensaient en 1965. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà un exemple. C'est juste un exemple. C'est ça. Et donc rien n'est jamais acquis. Il faut continuer à avoir un esprit critique pour pouvoir aller plus loin, tout à fait. Exactement, exactement. Non, il faut vraiment qu'on puisse évoluer de ce côté. Alors, le temps passe, donc on va pas tarder à passer aux questions des abonnés, mais avant, je suis obligée de passer par cette étape, parce qu'on parlait des experts, on parlait des personnes de confiance. Je propose aux téléspectateurs de revoir une petite photo de vous dans la fameuse émission « C'est à vous » sur ATV. Donc on va voir tout de suite une photo de notre image. Mais oui, une photo de vous. Ah, ça c'est pas moi. Ah non, ça c'est pas vous, là. Vous voici. Donc on vous voit entouré de d'autres personnes que je vais qualifier d'experts, donc de vos chroniqueurs, puisque vous étiez le présentateur et vous étiez entouré de vos chroniqueurs. Alors, sans perdre de temps, je pose ma question, comment on choisit les chroniqueurs? Comment on estime que telle ou telle personne est digne
de confiance pour décrypter l'information. Dans le cas d'Espèce, il n'y avait pas de choix. On m'a proposé d'animer l'émission et on m'a fourni les chroniqueurs et bon, je ne choisissais jamais les chroniqueurs. D'accord, ok. Et si vous deviez choisir? Ben, c'est peut-être même pour ça que je n'anime plus l'émission. D'accord, ok. Voilà. Si j'avais choisi les chroniqueurs, peut-être que je serais encore dans cette émission. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous attendez d'un chroniqueur? Moi, je dis ça parce que c'est... Qu'il ne vienne pas avec des idées préconçues et qu'il n'ait pas une ligne directrice pour dire ceci ou cela et qu'il soit ouvert et tolérant. D'accord, ok. Et respectueux, particulièrement respectueux, tant envers ceux qui sont dans la discussion que ceux qui regardent. Ok. Donc, on retient que ouverture pour faire avancer le débat de toute façon. Voilà, tolérance et respect. Ouais. C'est vraiment ce qui va nous permettre de mieux capter les idées, tout simplement. Faire évoluer le débat d'idées. C'est important. Moi, je tenais à cette question, encore une fois, parce que je pense effectivement à monsieur et madame tout le monde. Je pense aux retraités qui apprécient l'émission. Je pense à celui qui réfléchit à sa vie. Je pense à tous ceux qui nous regardent. Mais je pense aussi à tous ceux qui vont faire avancer la Martinique, qui vont oser. Tout à l'heure, vous aviez dit, j'ai pas fait grand-chose. Vous avez, pour moi, ça c'est de l'humilité et tant mieux. Mais pour moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme parce que nous parlons aujourd'hui, mais nous devons laisser des traces. Nous devons permettre à ceux qui arrivent derrière. Il faut qu'on puisse réfléchir. Vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est hautement important parce que je suis dans une société je suis au cœur d'une génération, je le dis, je n'ai pas peur d'en parler, j'ai 36 ans. Je suis entourée de personnes de ma génération où on est vraiment sur du 70-30, où on aura 30 qui vont réfléchir à leur société et qui vont passer pour tu te prends trop la tête, pourquoi tu te prends la tête, vive la vie à Coincavinia, etc. De toute façon, tu pourras rien changer. Et puis 70 qui regarde, moi je réussis parce que je ne me prends pas la tête, justement. Je surfe sur le système. Et je sais que surfer sur le système, tôt ou tard, on paiera les pots cassés. Et je crois qu'on a besoin de ces traces-là, on a besoin de ces ouvrages-là, on a besoin de ne plus... Je suis désolée, j'ai beaucoup aimé Madame Bovary de Gustave Flaubert, mais je crois qu'on n'a pas besoin de Madame Bovary pour préparer le bac de français. On a besoin des guerriers du temps. On a besoin de ces ouvrages-là. On a besoin de décrypter la lettre de Césaire et pas Ils ont des choses à nous apprendre. J'adore lire Diderot, j'adore lire ces auteurs-là, mais je crois que pour notre société, encore une fois, on a besoin d'avoir les récits, l'histoire de chez nous. On a besoin de ça. Il y a une condition quand même. Il faut que ce soit à la portée de tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Je ne porte de jugement sur rien. Mais on peut varier. Si je dois lire, il faut que je puisse comprendre ce que je... C'est vrai. Et on peut varier. Alors, il y a la lecture, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a nous aujourd'hui, je fais encore la promotion de Méli-Mélo, il y a nous aujourd'hui qui, avec des mots, en tout cas, on essaye les plus simples possibles. C'est ça qui est important. Sommes capables de venir sur le plateau et de dire à ces téléspectateurs qui nous regardent, à ces Martiniquais de tout horizon confondu. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a des monsieur et madame, tout le monde qui nous regarde, qu'ils puissent comprendre. Pas ni problème. Je peux regarder ATV, je peux regarder Zouk TV, je peux regarder Martinique la première, je peux regarder mes infos là, je peux regarder, mais quand j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je croise où? Je suis quelle autre émission? Est-ce que je regarde Arte de temps en temps? Est-ce que je vais regarder Zouk TV? Qu'est-ce que je fais? C'est ça que je demande. Je demande croiser les informations pour rester les plus avertis, les plus logiques possibles et ne pas tomber dans le fanatisme. Le fanatisme, c'est vraiment ce qui va nous tuer, ce qui va nous conduire à notre perte. Oui, mais le fanatisme, c'est exactement l'inverse de ce que je pense. Hein. Le fanatisme, exactement. On n'est pas tolérant, on n'est pas respectueux, on n'est pas ouvert. Non, exactement. C'est exactement le contraire. C'est le contraire. Alors, je suis obligée d'avancer. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, pour poser vos questions. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est parce que vous avez été impressionné par Monsieur Tali. J'ai eu du mal, hein. J'ai eu 8 questions. J'ai même pas pu faire mon tri. Alors, je compte sur vous. Comme d'habitude, on s'abonne à la page Instagram melimelo.fwi et je vous ai facilité la tâche, je vous ai facilité la vie. Je vous ai dit que pour ceux qui n'aiment pas Instagram, vous enregistrez mon numéro, vous m'envoyez le petit WhatsApp 08 53 54
non seulement je vais vous ajouter à la chaîne WhatsApp de Méli-Mélo, mais en plus, vous pourrez m'envoyer le petit message, comme ça, j'enregistre votre question. Et vous aurez aussi là la possibilité de garder votre anonymat. On commence les questions. Donc, je récupère ma petite feuille. On a Dandy. Dandy qui nous dit, alors pour chaque question, on va commenter. Hein. Des fois, c'est des questions, des fois, c'est des réactions. On va commenter, on va dire un petit peu ce que l'on pense. Donc, on a Dandy qui dit, on le sait, les médias sont achetés. On ne peut plus faire confiance à personne. Acheter, c'est fort, parce que aucun média ne peut ne pas appartenir à quelqu'un. Oui. C'est pas acheter, c'est la propriété de Zouk TV, c'est la propriété de Monsieur Granier. Exactement. Ouais, bon, ça n'oblige pas que Granier dise tu dois faire ça, tu dois dire ça, ou tu dois faire ça. Bon, moi je suis resté 2 ans ou 3 ans ici. Mano m'a jamais dit fais ça ou c'est ça. Même les fois où j'ai présenté le kiosque, il m'a jamais dit comment je devais présenter le kiosque. C'est ça, exactement. Non, acheter le mot un peu fort. Le mot est un peu fort. Et puis je crois que c'est toujours encore cette même posture, cette posture de c'est de ta faute. Mais c'est vrai que, excuse-moi, mais c'est vrai qu'au niveau national, toutes les télés, à part les télés nationales, toutes les télés privées, tous les journaux appartiennent à des millionnaires et à des milliardaires, c'est vrai, mais bon. Et c'est vrai. C'est leur propriété, quoi. Je n'en disconviens pas. Bon, moi, pour rester dans la tolérance, j'essaie de me répéter, tout est évident à celui qui sait. Peut-être que toi tu sais, peut-être que l'autre ne sait pas. J'essaie de me répéter ça. Néanmoins, mon invitation sur Méli-Mélo, c'est de dire, je prends le taureau par les cornes et je vais moi aussi me renseigner. J'ai regardé Natilo parler avec Monsieur Tali sur Zouk TV, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut parler. Vous avez vu, hein, les vidéos, les images qu'on propose, c'est pas forcément que nous, que la Martinique. Vraiment, on n'hésite pas et on va regarder ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui sont actionnaires. On disait tout à l'heure qu'il y a des enjeux financiers aussi. Et qui veulent gagner de l'argent. Et qui veulent gagner de l'argent parce que les médias, c'est aussi un business. Eh ben, évidemment. On va pas personne ne fait d'affaires. On est dans un système qui s'appelle un système capitaliste. On fait pas d'affaires pour les beaux yeux de la voisine. Hein. On fait des affaires, des magasins, des commerces, des trucs, des machins, juste pour gagner de l'argent. Le plus possible. Et donc, il y a une responsabilité. Si on veut pas ça, il faut faire une révolution, une vraie révolution avec fusil et tout. Et puis instituer un système non capitaliste autrement qu'avec des mots. Attention à ce qu'on ne vous donne pas de diminutif avec cette... Ah non, pas du tout. Si on veut changer, on m'a dit, on veut changer le système. Si on veut changer le système, on n'est plus capitaliste, on prend le système qui est en face. Oui, c'est vrai. Mais il faut faire ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. On l'a fait en 1917 en Russie, on l'a fait en 1789 en France pour changer la royauté, pour mettre la République. On l'a fait dans un certain nombre de pays. Bon, si on veut faire, on a qu'à faire. Exactement. Alors, on continue avec Claudine. Claudine qui dit « Bonjour Natilo, c'est un très bon sujet que tu abordes aujourd'hui. On l'a vu dans l'affaire du Airprac avec la vidéo incomplète de RCI. Ça devient inquiétant car si on ne peut plus faire confiance à RCI, à qui pourrons-nous faire confiance ?» C'est pas ce qu'on peut dire à Claudine. Je sais pas de quelle vidéo elle parle, parce que comme je vois pas de toutes les vidéos, et puis bon, non, on dira rien de nouveau sur ce que j'ai déjà dit. Oui, c'est ça, exactement. Alors je vais pas moi refaire l'histoire, surtout qu'il y a eu quand même une grande judiciarisation derrière tout ça, et que moi j'aime bien ma petite tranquillité, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat de RCI par RCI, mais je crois qu'on a déjà tout dit, il faut croiser les informations, il faut se renseigner et puis sortir du fanatisme. Rester ouvert, rester éveillé. Ensuite, on a Dominique qui dit, on critique, mais moi, je suis très TikTok. Sur TikTok, on peut avoir les différentes versions. Ensuite, chacun peut comprendre et choisir son camp. C'est très bien. Si elle a plusieurs versions et qu'elle choisit, c'est très bien. Moi, j'ai pas TikTok, mais bon, c'est pas grave. Mais si elle a plusieurs versions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Oui, la thèse, l'antithèse. Alors, moi, elle prend sa décision, c'est ça. Moi, le seul petit hic par rapport à la question de... le hic de tic. Oui, le hic de TikTok. Ce qui, moi, me dérange dans la question de Dominique, c'est que Dominique dit, on peut choisir son camp.
On peut choisir son camp, on a les différentes versions. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait le petit côté un peu cancan. Et puis, encore une fois, juste, on fait très attention. Parce que moi aussi, j'ai des clients qui me disent en urgence, mon Dieu, j'ai vu que telle loi est passée, etc. Et je lui dis, mais tu as vu ça où? Et le client me dit, ben, j'ai vu ça sur TikTok. Je lui dis, non, mais attention, TikTok, c'est une plateforme avant tout de divertissement. Donc, même si on informe sur TikTok, mais on divertit. Le canevas TikTok est fait de façon à ce qu'on... Il n'y a qu'à voir. Mais l'email, ça dure 1h25. 1h25, on a le temps de parler, d'écrypter, de se contredire, de redire. Une vidéo TikTok, c'est 15 secondes. Donc, en 15 secondes, pour capter l'intérêt, l'attention de quelqu'un, on est obligé de faire dans le sensationnel. Et donc, doucement sur TikTok... Surtout une loi qui est votée, c'est rien. C'est ça. Une loi qui est votée, mais c'est absolument rien. Voilà. Une loi ne commence à avoir de l'intérêt que quand il y a un décret d'application et qu'on applique la loi. C'est ça, alors, Sinon, exactement. je n'ai pas le chiffre, donc je ne vais pas dire le chiffre pour ne pas dire de grosses bêtises. C'est des dizaines de milliers de lois depuis 1958 qui ont été votées et qui ne sont pas appliquées. Et je ne dis pas le chiffre pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas être ni en dessous ni au-dessus, mais c'est des dizaines de milliers de lois qui ont été votées très réglementairement et qui ne sont pas appliquées. Ok. Alors, on a encore 3 questions. On termine sur ces 3 questions-là, puisque le temps nous fait défaut malheureusement. La première, c'est celle de Stélio qui dit « Pour moi, la vraie question est, doit-on dire la vérité au peuple ?» Est-il prêt à entendre la vérité? La question de Stélio. Je ris parce que je me dis, ce Stélio-là, il est prêt pour être dictateur. Il est bon, il paraît même s'il est dictateur. Là, c'est compliqué à répondre à une question comme ça. Ouais. Non, ma tendance naturelle dit oui, il faut tout dire. Ouais, il faut dire la vérité. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Non. On part sur ça. Et puis on a enfin Jojo. Alors je sais pas si on aura le temps pour Ed, mais Jojo qui dit, grâce à des radios comme SEM Radio, on a le pouvoir de sortir de la fake news. Pas de place pour le politiquement correct. Il faut que le peuple sache. Je sais pas. J'ai jamais entendu cette radio. Je sais qu'elle existe. J'ai entendu parler, mais bon, j'avoue que je ne sais pas. Alors, je trouve effectivement que SEM Radio fait un gros travail, surtout dans l'émission Décalé Cabla, surtout pour cette émission-là. Mais je dirais pas grâce seulement à SEM Radio. Je dirais grâce à tous ceux qui osent. Et ça revient à ce que je disais pour le livre. Les traces que je laisse, le colloque que je vais faire, l'engagement social que je vais mettre. Est-ce que je vais juste dénoncer ou est-ce que je mets un vrai travail derrière avec des explications? Pour moi, c'est plutôt ça qui va nous permettre de sortir en fait du nuage et de la manipulation, je crois. Bon, on est obligé de s'arrêter pour les questions. Donc, on va clôturer, comme d'habitude, avec le bon plan. Et donc, bien évidemment que le bon plan que j'ai choisi pour vous, chers téléspectateurs, ce n'est autre que le livre de monsieur Serge Nicolas Tali. J'ai pas dit le Nicolas tout à l'heure. Césaire, la lettre. Alors, dites-nous tout. Où est-ce qu'on le retrouve, ce livre? Eh ben, je pense qu'il est à Cultura, et puis je pense qu'il est dans les hypermarchés. Ok. Je sais qu'il est à l'aéroport, qu'il est au rond-point. Bon, et normalement, il y a un distributeur qui a dû le mettre dans tous les grands supermarchés. Ok. De toute façon. Et malgré, il est pas cher, l'autre non plus, ça ne coûte que 15 €, donc ça ne va pas contribuer à augmenter la vie chère en Martinique, même dans les supermarchés. C'est vrai que très abordable et puis nécessaire pour tout ce qu'on a dit, à apprendre un petit peu de son pays, de la culture politique aussi de son pays, mieux connaître Césaire, plus à travers ce qu'il a dit, que davantage dans ses éloges. Il doit y avoir 3 ou 4 textes de Césaire, je crois. Il y a donc cette lettre à Maurice Thorez, il y a un tract qu'il a fait en novembre 1956, il y a son discours, c'est le 22 novembre 1956 de mémoire à la Maison des Sports qui a duré 2 heures, donc ça fait à peu près 10 pages, et puis un tract à la fin, un autre tract avant la création du PPM. Donc ce sont les pages où il y a Aimé Césaire, et le reste ce sont des journalistes, des hommes politiques martiniquais qui écrivent dans leurs journaux. Mais très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup. On va quand même clôturer avec la fameuse citation que j'ai retenue pour vous.
Alors, une citation autour de la fake news, j'attends qu'elle s'affiche. Voilà, donc elle nous dit, l'information est comme une rivière. On choisit la source la moins polluée pour s'abreuver. Je vous ai vu tiquer. Oui, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune source qui ne soit pas polluée. Qui ne soit pas polluée de subjectivité. Parce qu'à partir du moment où il dit la moins polluée, ça veut dire que la source pure, claire, nette, cristalline n'existe pas. N'existe pas, ou en tout cas, elle est difficile à trouver. Elle est difficile à trouver. Exactement. Elle est difficile à trouver puisque malheureusement, toutes les informations qu'on donne sont teintées de nos engagements, de notre militantisme, de notre couleur à nous. Et c'est vrai que l'idée ici, c'est de se dire, bon, on va jamais trouver l'information parfaite, il y aura toujours des versions différentes, mais quelle est celle qui me permet le plus d'avancer et d'y voir un peu plus clair, toujours pour mon pays. On va parler du métissage, c'est exactement la même chose. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est moi, c'est un plaisir. Très honoré de vous avoir reçu aujourd'hui. On a bien discuté, bien décrypté. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre fidélité. N'oubliez pas, on se retrouve le mardi et le mardi après-midi et le vendredi après le kiosque à 21h, 21h30. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.